connaissez bien Albert Einstein. Comme tout le monde, vous avez vu et revu sa face de clown, vous savez que égale MC2, et vous lancez à tout propos que tout est relatif. Vous pouvez aussi affirmer sans crainte de vous tromper qu'il est un des plus grands génies scientifiques de tous les temps. Mais vous désirez aller au-delà du mythe. Vous désirez comprendre en quoi il vous concerne vous, aujourd'hui, personnellement. Vous voulez retrouver sa trace. Alors, vous partez en voyage vers les lieux de ses plus belles découvertes. Berne, capitale fédérale de la Suisse. Einstein y a vécu 7 années parmi les plus fécondes de sa jeunesse. Ici, tout le monde connaît sa maison, transformée en petit musée. Malheureusement, vous trouvez porte close, l'établissement est fermé tout l'hiver. Déçu, vous vous rabattez sur le musée d'histoire de la ville, où l'on vous présente comme un trésor la montre d'Albert, arrêtée à jamais. Alors, vous vous rendez à ce désormais fameux Office des brevets, où le modeste expert ingénieur de 26 ans gagnait sa vie la journée, tout en révolutionnant la physique le soir. Mais l'office a été vendu à une société privée, et son bureau n'a rien pour vous exalter. Reste le temple du savoir, l'université de la ville où Einstein a commencé à enseigner. Et là, dans le sous-sol d'une annexe, vous retrouvez enfin sa trace. Comme plusieurs générations de jeunes physiciens l'ont fait avant eux, des étudiants se mesurent à l'une de ses plus belles découvertes, celle qui lui valut le prix Nobel de physique en 1921, l'interprétation de l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique consiste à penser ce qui se passe si une source de lumière fait irradiation sur un métal, sur une substance où près de la surface il y a pas mal d'électrons et que donc cette lumière va éjecter des électrons en dehors de la surface du métal. En 1905, pour les physiciens contemporains d'Einstein, la lumière est une onde continue dont l'énergie est uniformément répartie. Ils savent pourtant, sans pouvoir bien l'expliquer, qu'une augmentation de l'intensité d'une source lumineuse éjecte davantage d'électrons, mais ne modifie pas leur vitesse. Alors qu'un changement de longueur d'onde, c'est-à-dire de couleur de la lumière, accroît la vitesse, donc l'énergie des électrons éjectés. Cette propriété, Einstein en saisit tout le sens. Pour lui, la lumière se propage non seulement comme une onde, mais aussi comme des paquets d'énergie, les photons. Une intuition géniale qui donne naissance à un nouveau monde. Les applications sont multiples. Elles ont aujourd'hui le nom d'électronique. Une qui est peut-être la meilleure connue de mon angle de voir les choses, c'est la télévision même. Autre application, c'est les cellules électriques qui émettent un courant une fois qu'ils sont irradiés par de la lumière, ou bien si on coupe la lumière, quelque chose change et donc les portes s'ouvrent. Vous vous rendez compte alors qu'à travers les applications de l'effet photoélectrique, Einstein est partout autour de vous, dans les objets les plus inattendus. Dans l'ouverture automatique des portes, comme dans le détecteur électronique de lumière de la caméra vidéo qui vous sert à fabriquer ce film. Dans la cellule des appareils photographiques des touristes en quête de souvenirs. Comme dans les photomultiplicateurs des panneaux solaires qui alimentent en énergie les parcs-mètres de la ville. Dans le réglage de la photocopieuse de l'université que vous vous apprêtez à quitter. Et même jusque dans l'allumage automatique de l'éclairage urbain au crépuscule. Zurich, capitale économique de la Suisse. La ville ne conserve que peu de souvenirs d'Albert Einstein, sauf à l'école polytechnique où il a été formé, puis où il a enseigné. On vous y montre pieusement la salle où il donnait ses fameuses conférences, et dont on vous apprend qu'elle ne sert qu'en de rares occasions, pour des séances de projection par exemple. Insatisfait, vous décidez de vous rendre dans les nouveaux locaux de l'école. Là-haut, dans des laboratoires ultramodernes, des physiciens érigent des villes miniatures de miroirs, de cristaux et de lumière et exploitent quotidiennement une autre découverte fondamentale d'Einstein, la théorie quantique du rayonnement.
En fait, c'est Einstein qui a proposé le procédé absolument indispensable pour la réalisation des lasers. Sa découverte, qui est appelée émission stimulée, est un procédé fondamental dont tout laser a besoin pour fonctionner. Bien sûr, ça ne suffit pas, et il faut beaucoup d'autres choses pour un laser. Mais c'est un des prérequis essentiels à son fonctionnement. Quel est le principe du laser? Des atomes sont contenus dans une cavité fermée par deux miroirs. Ils sont excités par une source d'énergie dite énergie de pompage. Selon le principe découvert par Einstein, certains atomes excités redescendent spontanément vers leur état stable en émettant un photon. Ce photon heurte à son tour un atome excité, qui émet alors un photon parfaitement identique, et ainsi de suite. La réaction s'amplifie après le rebond des photons sur les miroirs, jusqu'à ce qu'une partie des photons passe à travers le miroir semi-transparent. Si vous comparez maintenant la lumière d'un laser à la lumière habituelle que vous avez dans une pièce, cette dernière part dans toutes les directions, tandis que la lumière du laser pointe dans une direction très précise et présente une très forte intensité. Elle est très puissante. Vous pouvez comparer l'une à un groupe de personnes qui courent en désordre le long d'une route, et l'autre à une armée marchant au pas cadencé dans une direction précise. Ici, on invente et on teste des lasers qui émettent des milliards de pulsations lumineuses par seconde, aussi bien pour la médecine que pour l'électronique ou pour l'Internet à haut débit. Car le laser est partout. Vous savez que vous l'utilisez depuis longtemps pour apprendre, vous documenter ou vous distraire, et que c'est grâce à lui qu'un lecteur de code-barre a pu identifier les livres que vous avez empruntés pour préparer ce film. Mais c'est lui aussi qui a permis de niveler les routes et les autoroutes des villes que vous traversez, tout comme c'est encore lui qui aide au pilotage de l'avion qui vous mène vers la dernière étape de votre voyage. Berlin, capitale de l'Allemagne. Ici, plus qu'ailleurs, il est difficile de retrouver la présence d'Einstein. La plupart de ses domiciles successifs ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a bien la tour Einstein, monument bâti à sa gloire, mais elle n'est guère visitée. D'ailleurs, il la détestait. Une fois de plus, c'est dans une institution consacrée à la science et au savoir que vous retrouvez la piste d'Einstein. Marchant dans ses pas, des jeunes gens cherchent à percer les secrets de l'univers par le seul effort de leur intelligence. Et vous expliquent que ces théories sur la matière, l'espace et le temps, qui vous semblent si difficiles d'accès, si abstraites, vous concernent concrètement. La principale application de la relativité générale comme de la relativité restreinte, et que pratiquement tout le monde utilise aujourd'hui, c'est le GPS. Le General Positioning System. C'est un réseau de satellites en orbite autour de la Terre qui envoie des signaux indiquant leur position et l'heure à laquelle ils se trouvent dans une position donnée. Avec un récepteur GPS, vous pouvez déterminer avec précision votre position sur la planète. Rechts abbiegen in 400 Metern. Mais pour cela, vous devez vous rappeler que dans un objet en mouvement équipé d'une horloge, et c'est le cas de ces satellites, l'horloge avance moins vite. Si vous ne tenez pas compte de la théorie d'Einstein, votre appareil vous indiquera une autre position que celle que vous occupez réellement. L'autre effet, bien entendu, provient de la relativité générale. Dans un champ gravitationnel, les horloges avancent plus lentement que celles qui ne sont pas soumises à ce champ. Or, sur Terre, le champ gravitationnel est relativement important et votre horloge avance moins vite que celle du satellite. Il y a donc deux effets contraires qu'il faut équilibrer pour obtenir votre position avec exactitude. Reprenons. Pendant que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, chaque satellite GPS en fait 4 fois le tour à la vitesse de 14 000 km/h.
La relativité restreinte, prédisant que le temps s'écoule plus lentement pour les objets se déplaçant rapidement, leur horloge atomique retarde d'environ 7 microsecondes par jour par rapport à une horloge au sol. L'effet de la gravitation est plus important encore. À une altitude moyenne de 20 000 km, les satellites GPS subissent une attraction gravitationnelle 4 fois moindre qu'au sol. Cet effet, prédit par la relativité générale, avance 7 fois leur horloge d'environ 45 microsecondes par jour. Le GPS corrige donc un décalage global de 38 microsecondes, ce qui peut paraître peu, mais qui correspond tout de même à une erreur de 11 km à votre échelle. Ainsi donc, grâce à Einstein, vous arrivez à votre dernier rendez-vous berlinois au mètre près et pile à l'heure. Car vous vous posez encore une question. Albert Einstein, fils d'un industriel, neveu d'un inventeur, qui fit ses études dans une école d'ingénieurs et ses débuts professionnels comme expert dans un office des brevets, qu'aurait-il pensé de toutes ces applications ? Pour l'essentiel de son travail scientifique, Einstein ne s'intéressait qu'à percer les mystères de la nature, sans se soucier des applications pratiques ou des conséquences de ses découvertes. Toutefois, après la guerre, alors que sa réputation de scientifique était faite, il s'est installé ici à Berlin et s'est lancé dans divers travaux expérimentaux. Son invention la plus connue est un réfrigérateur qu'il inventa avec le célèbre ou bientôt célèbre Leo Szilard. Malheureusement, l'appareil ne fut jamais produit en grande série, mais son principe d'échange de chaleur est utilisé aujourd'hui encore dans certaines centrales nucléaires. Ainsi donc, une part du fruit de la pensée d'Einstein réside aussi dans l'énergie qui court dans ses fils. Mais au fait, et la bombe? L'histoire la plus répandue dans le public veut qu'il soit l'inventeur de la bombe atomique ou quelque chose comme ça. Mais c'est stupide. Sa seule contribution à la bombe est sa paternité dans la célèbre équation E égale mc2. Mais Einstein lui-même n'a rien à voir avec l'histoire de la physique nucléaire. Cela ne l'intéressait pas véritablement du point de vue scientifique. Vous voilà au terme de votre voyage. Survolant la planète, vous contemplez cette nature qu'Albert Einstein s'est attaché à déchiffrer et à décrire, et dont il a livré de nouvelles clés. Vous avez maintenant compris que ces fondements théoriques qu'il a établis ont permis la création d'une multitude d'objets que vous utilisez au quotidien, sans même vous en apercevoir. Ainsi, Albert Einstein n'est pas à Berne, Zurich ou Berlin, mais partout autour de vous, autour de nous. C'est là aussi votre part, notre part de son héritage.